Salut, bonjour à tous. Merci de très bien vous réveiller avec nous sur Canal 3 et Actu Matin. C'est votre matinale. Merci de vous installer. Bonjour à vous, Akhabali Para. Bonjour Christian et bonjour à tous. Bienvenue. Dans un instant, les unes des journaux, mais avant, le sommaire de cette matinale, l'actualité nationale qui ce matin est dominée par l'ouverture hier de la deuxième session ordinaire du Parlement, encore appelée session budgétaire. C'est parti pour 3 mois de travaux en commission et en plénière, 25 points inscrits à l'ordre du jour, dont l'examen et le vote du budget général de l'État pour la gestion 2021. Mais ce qui retient alors l'attention d'hier à aujourd'hui, c'est bien le discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale. Louis Vlavonou fait le diagnostic de la situation socio-politique nationale en cette période de crise sanitaire et plus loin, il met l'accent sur le rôle du Parlement en matière de contrôle de l'action gouvernementale. À ce niveau, rien ne bouge véritablement. Ce constat et son appel à revoir la méthode fera l'objet de débats. En plateau, Wakhabali Para et Hermon Parfait Anyamboussou nous donneront également la parole à un député sur ce point. Eh bien, si tout va bien, Florentin Tchaou sera avec nous. Notre invité est aussi président du conseil vice-président du Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI. Il nous dira ce qui est fait jusque-là dans le processus d'actualisation du fichier électoral dans la perspective de la présidentielle prochaine. La présidentielle, justement, le premier tour se tiendra au mois d'avril 2021. Sur le terrain et en milieu politique, chaque parti, chaque acteur y va de sa stratégie. Le parti, les démocrates, était en activité hier mardi, une rentrée politique sur fond d'exigence. Retour dans nos échanges au forum de discussion sur cette actualité. Un second invité à recevoir ce matin, Mathieu Avlessi. Il est juriste d'affaires, expert en communication et politique, membre du parti Bloc républicain, à suivre sa lecture sur la participation politique de la jeunesse en cette période préélectorale. Merci donc de nous choisir. Installez-vous confortablement. Actu Matin, c'est parti pour environ 2 heures d'infos. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. C'est bien vous qui allez nous présenter la une des journaux comme tous les matins d'ailleurs. Wakhabali Para. Bonjour Christian et bonjour à tous. Les députés à l'Assemblée nationale se sont rencontrés hier pour parler du budget exercice 2021. C'est la session budgétaire, dit-on, les parutions en pâle. Fraternité en premier, contrôle de l'action gouvernementale, une promesse, grosse attente. Information à découvrir aux pages 2 et 3 du quotidien Fraternité. Les 25 points inscrits à l'ordre du jour de la session budgétaire. Créette, plus d'une dizaine de personnes condamnées pour fraude et escroquerie. Et puis tout noir, il faut le Bénin croise le Togo, le Niger et le Burkina Faso. À la une maintenant de la Nation, rapport entre juridiction interne et communautaire, le Bénin cité en exemple. Et puis récession en Afrique, l'économie nationale s'en sort bien. Info plus, Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, sur le contrôle de l'action gouvernementale. Le mal dont nous souffrons et que nous dénonçons vient de loin. Donc le mal dont nous souffrons et que nous dénonçons vient de loin. Propos de Louis Vlavonou rapporté ce matin donc par Info Plus. Quotidien Le Meilleur, ouverture de la session budgétaire au Parlement hier. Louis Vlavonou, en bon artisan de la paix pour 2021. Et puis Le Meilleur qui nous apprend que le ministre Maounia Kakpo, en charge de l'enseignement secondaire, appelle les enseignants à un sursaut patriotique face aux objectifs de l'agenda éducation 2030. L'économiste
nous n'avons pas de temps à perdre. Propos de Victoire Thomas Daga, invité Afrique de RFI. Et puis sécurité alimentaire, les producteurs bénéficient des kits d'irrigation solaire. Le potentiel passage à la TNT, le gouvernement retient le monde free to air et puis répartition de 1,5 milliard aux partis politiques. Abou Boukari explique le mécanisme au niveau de la Sénat. Donc, l'autre vision, dette salariale héritée par le président Patrice Talon, Romuald Wadani, ministre de l'économie et des finances, clarifie et met fin à la polémique. Affichage des listes dans le cadre de l'actualisation du fichier électoral. L'opération prend fin ce jour, mais le COSLEPI rassure. Nord-Sud quotidien, période préélectorale, Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, plaide pour la paix. Et puis Romuald Wadani, ministre de l'économie et des finances, cette volonté de vider les dettes des travailleurs concerne également les pensionnés. Quotidien Libération, gestion des communales et municipales passées, la preuve que chaque protagoniste a joué sa partition. La démocratie béninoise se porte à merveille, nous apprend Libération. Et puis financement des partis politiques, le fonds alloué aux partis éligibles est disponible. Le matinal, la COVID-19 en Afrique, le Bénin dans le top 10 des pays qui échappent à la récession. La gestion du président Talon et du gouvernement récompensée. Période préélectorale, Louis Vlavonou exhorte les acteurs politiques à la paix. Les 4 vérités pour finir, remise de cartes de membres aux militants de l'Union progressiste, les clarifications de la directrice administrative Christelle Hundonoubo. Et puis les démocrates exigent le retrait du parrainage à main levée, nous apprend les 4 vérités. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité, donc qui revient sur l'ouverture hier de la session budgétaire à l'Assemblée nationale. Justement, le quotidien Fraternité qui fait un feedback sur l'ouverture hier de la session budgétaire à l'Assemblée nationale. On rappelle que cette session va durer au total 3 mois. Au cours de cette session, beaucoup de points sont inscrits à l'ordre du jour. Au total, 25 points, dont l'étude et l'examen, voire le vote du budget général de l'État, gestion 2021. Et ce qui retient donc l'attention, je vous l'annonçais en début, c'est bien sûr le discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, qui met l'accent sur le contrôle de l'action gouvernementale. Apparemment, rien n'a été pratiquement fait en matière de contrôle de l'action gouvernementale. Il faut revoir donc la copie. C'est ce que propose Louis Vlavonou. On va y revenir tout à l'heure dans nos discussions en plateau avec Herman Anyambosou et Wakaba Lutbera qui nous présentaient il y a un instant la une des journaux. En fin d'édition, vous retrouverez donc votre revue de presse avec Séraphin Sionbon qui, depuis 6h30, lit pour nous la presse nationale. Le compte rendu, c'est en fin d'édition des plateaux d'invités à prendre ce matin et aussi le mini-journal dont voici les titres. Bonjour Ingrid Day. Bonjour Christian et bonjour à tous. Célébration hier de la journée nationale des organisations de la société civile. C'est le centre de documentation et d'information juridique de Cotonou qui a abrité la 14e édition. Occasion pour elle de faire le bilan de leurs actions et se projeter vers l'avenir. À suivre également la 5e édition du colloque scientifique international de l'Université de Parakou. La rencontre a réuni des chercheurs d'horizons divers autour du thème « Quelle université pour quelle transformation structurelle des économies africaines ?» Voilà, et dans le mini-journal, nous irons également à Natitengu, au CG1 de cette ville, de cette commune, où les cours sont suspendus après donc que des élèves filles aient connu un certain nombre de situations. Elles étaient en transe et nous avons de leurs nouvelles. En tout cas, elles vont pratiquement bien. Nous aurons les images tout à l'heure dans le mini-journal avec Alassane Harouna et toute son équipe. La pause juste après le mini-journal. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique?
Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Les images au mini-journal de ce mercredi sur Actu Matin. Nous ouvrons donc notre bulletin avec ces images de la 14e édition de la Journée nationale des organisations de la société civile. C'est le centre de documentation et d'information juridique de Cotonou qui a abrité les manifestations. La rencontre a permis aux participants de faire le bilan de leurs actions et aussi de voir quel devrait être leur rôle et responsabilité. On retrouve à Siongbon, Kanya Siongbon et Henri Ganti. À l'occasion de la célébration de la 14e édition de leur journée nationale, les organisations de la société civile se retrouvent pour réfléchir sur leur rôle et responsabilités. C'est autour du thème « Une société civile diversifiée, professionnelle et plus participative aux décisions publiques » que se sont déroulés les échanges au Centre de documentation et d'information juridique le mardi 20 octobre. Les JOSC ont spécifiquement pour vocation de promouvoir et de valoriser les riches innovations des organisations de la société civile dans un creuset qui réunit l'administration, les partenaires techniques et financiers autour des acteurs de la société civile. Pour la célébration de la journée les années précédentes, plusieurs activités étaient organisées. Le carnaval des OSC, les conférences publiques, la foire nationale des OSC, les visites ciblées de leurs innovations sur le terrain, la nuit des OSC. Le gouvernement souhaite une collaboration de plus en plus féconde entre l'administration et la société civile. Ceci pour que s'affermisse l'implication des OSC dans l'élaboration de la mise en œuvre des politiques publiques. Je la souhaite donc toujours plus dynamique et plus élargie pour faciliter davantage la prise de conscience de nos vaillantes populations, de leur rôle de contrôle citoyen de l'action publique et d'accompagnement de la mise en œuvre des différentes actions contenues dans le programme d'action du gouvernement du président de la République. Nous, organisations de la société civile, devrons encourager et souhaiter que le nouveau dynamisme insufflé à cette journée aujourd'hui perdure et devienne une habitude. L'engagement du gouvernement est total à l'endroit des organisations de la société civile. Il entend jouer pleinement sa partition et appelle les OSC à remplir leur part de responsabilité. Voilà, c'était un compte rendu signé Séraphin Assiongbon. On passe maintenant, Ingrid, à la deuxième session ordinaire des membres du Conseil national du dialogue social. Oui, Christian, plusieurs dossiers seront étudiés à cette rencontre qui va durer 2 semaines. Il s'agit entre autres des dossiers liés à l'adoption du budget exercice 2021, conciliation et médiation dans les conflits sociaux. Tel est le thème qui a mobilisé les attentions à ce rendez-vous. Le point dans ce reportage de Teddy Goudalo, présenté ici par Asombo Kany Asombo. Les membres du Conseil national du dialogue social se retrouvent ici pour leur deuxième session ordinaire
au titre de l'année 2020 en se penchant sur le thème « Conciliation et médiation dans les conflits sociaux ». Ils vont mener des réflexions sur d'importants dossiers liés à sa bonne marche, entre autres l'étude et l'adoption du budget exercice 2021, la validation du rapport provisoire de l'étude sur la promotion des conventions collectives de branche. La présente session porte plusieurs particularités. D'abord, le thème de formation et d'échange des membres du CNDS qui porte sur la médiation-conciliation au centre de nos activités avec ses corollaires, à savoir les conflits, causes et typologies, les obstacles à une gestion efficace des conflits, les différentes approches de gestion, le processus de conciliation ou médiation, enfin le rapport entre médiation et conciliation. Vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, que les efforts entrepris par notre Conseil depuis son installation en vue de contribuer à la modernisation des relations professionnelles dans notre pays se poursuivent sans cesse. Il sera également question pour les participants de porter un regard sur le rapport provisoire de l'étude sur la loi fixant les conditions et la procédure d'embauche, de déplacement de la main-d'œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin. Les travaux vont durer 2 semaines et le président du CNDS convie ses collaborateurs à plus de détermination pour d'heureuses perspectives de l'organe. D'une rencontre à une autre ouverture vendredi dernier de la 4e session extraordinaire de la municipalité de Cotonou pour le compte de l'année 2020. 2 points majeurs sont inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit de la mise en place des différentes commissions de la mairie. Le sujet relatif au contentieux entre la commune de Cotonou et l'agence d'exécution des travaux d'intérêt public est aussi abordé à cette rencontre. Reportage. 4e session extraordinaire du Conseil municipal de Cotonou. À cette énième rencontre de l'année 2020, il est question de la mise en place des différentes commissions d'appui, dont celle permanente de la mairie. Les conseillers municipaux sont donc conviés à cet exercice républicain pour le bon fonctionnement de l'exécutif. Nous avons jugé nécessaire de convoquer la présente session afin d'examiner ce point important en vue de permettre à l'exécution municipale de disposer de ces organes d'appui que sont les commissions permanentes du conseil municipal. Outre ce point inscrit à l'ordre du jour, les conseillers ont eu droit à une communication relative au règlement du contentieux entre l'agence d'exécution des travaux d'intérêt public, AGETIP Bénin, et la municipalité de Cotonou. Ce jour peut être perçu comme un continuum de la 3e session ordinaire du conseil municipal tenue le 3 et 4 septembre dernier. Distingués conseillers, mesdames et messieurs, je vous exhorte à vous concentrer sur l'essentiel afin que nos débats soient de grande qualité. Les échanges ont duré moins de 24 heures assortis des recommandations pour la bonne marche des activités au sein de la municipalité. Direction le Nord Bénin pour faire le point de la 5e édition du colloque scientifique international de l'Université de Parakou. L'activité a mobilisé des chercheurs d'horizons divers autour du thème « Quelle université pour quelle transformation structurelle des économies africaines ?» Les précisions avec René Soglou. La volonté des autorités rectorales a eu raison de la pandémie du Covid-19. Elle n'a pas pu empêcher la tenue de la 5e édition du colloque scientifique international de l'Université de Parakou. La communauté scientifique, par visioconférence, se penche pour le compte de cette année 2020 sur le thème « Quelle université pour quelle transformation structurelle des économies africaines ?» Nous sommes l'élite. C'est pour cette raison que de présentiel en 2018, nous sommes passés en distanciel, ce qui constitue l'innovation particulière de ce colloque. Parce qu'il était de notre responsabilité sociale, académique et institutionnelle d'organiser ce colloque pour permettre aux collègues enseignants et à toute la communauté scientifique de valoriser les acquis
de la recherche. Les chercheurs d'horizons divers sont appelés à partager les résultats de leurs travaux de recherche et à fédérer leurs efforts dans la perspective de transformer structurellement et progressivement les économies africaines. Nous avons pu retenir, après une série d'évaluations, un total de 560 résumés provenant de 20 pays, dont 14 pays d'Afrique, 3 pays d'Europe. Il s'agit de la France, la Belgique et l'Allemagne, 2 pays d'Amérique, les USA et le Canada, et un pays d'Asie, la Chine. Ce qui prouve d'une part le caractère international et largement diversifié de la qualité des participants et d'autre part la notoriété de plus en plus grande de notre université. C'est un vœu qui se réalise à travers ce cadre d'échange selon le recteur de l'université de Parakou qui a de grandes attentes des travaux de ce colloque. La tenue de ce colloque constitue le respect d'un engagement pris depuis ma prise de fonction en janvier 2015 de faire de la recherche scientifique une des chevilles ouvrières de la promotion et de la visibilité de l'Université de Parakou. C'est un vaste chantier d'échange et de débat auquel vous allez vous livrer. Je demeure convaincu que l'intelligence mise au service du dynamisme ne peut offrir que d'heureuses perspectives à nos décideurs politiques. 6 ateliers vont focaliser les réflexions et échanges scientifiques selon les thématiques abordées en panel auxquels des liens d'accès ont été affectés. Suite à l'évanouissement d'une dizaine d'élèves filles, les activités pédagogiques ont été suspendues lundi dernier au CGE1 de Nati Tengou. Les victimes ont été admises d'urgence au centre hospitalier départemental de l'Atakora où elles ont été prises en charge. Alassane Harouna et Abdul Sabi Idrissou étaient sur le terrain. Salle de classe hermétiquement fermée, cours du collège complètement déserte. C'est le constat fait ce lundi matin au CGE de Nati Tengou. Pourtant, les cours avaient bel et bien démarré très tôt à 7 heures, quand subitement une dizaine d'apprenants, essentiellement des filles, ont commencé par piquer des crises allant de la transe à la perte de connaissance. Ce matin, nous étions en marre. Subitement, lorsque la seconde D1, c'était leur tour de chanter. Et ils ont fini de chanter, il y avait assez d'ambiance. Et parmi les élèves, là, une personne est tombée subitement. Donc nous l'avons pris, on l'a essayé de l'orienter vers la direction pour pouvoir contacter ses parents. Subitement, une deuxième personne est arrivée dans la même classe. Et encore une troisième fille qui faisait la 3e L1. Elle est aussi tombée, mais pour elle, là, c'était... On ne sait même pas si c'est une folie. Elle s'est mise à crier, à crier, à crier. C'est là que ses camarades l'ont pris pour l'orienter aussi à la direction. Parmi les camarades, là, une aussi... Elle a commencé par avoir la même crise. De 2 cas successifs au départ, le nombre de victimes s'est accru en un laps de temps, ce qui a poussé l'administration du collège à suspendre les cours aux environs de 9h30 pour éviter le pire. Débordés par ce phénomène qui sortait un peu de l'ordinaire, nous avons dû alerter la hiérarchie. Le DDEPS a été informé de la situation. Et il n'a pas tardé à nous rejoindre au CGE de Nati Tengou. Ensemble, nous avons sollicité le secours des sapeurs-pompiers qui sont venus évacuer toutes ces filles-là que nous avions de difficultés à prendre en charge. Transportées de toute urgence par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier départemental de l'Atakora, la plupart des victimes présentaient des signes cliniques liés à une hystérie collective, selon les explications du médecin traitant. En dehors des signes cliniques qui sont visibles, qui sont l'agitation et le délit qui est vraiment organisé autour des situations d'envoûtement, voilà. En dehors de ça, nous, sur le plan clinique, on n'a rien. Sur le plan somatique, on n'a rien. Mais sur le plan médical, effectivement, on a des signes d'une vraie hystérie chez ces filles-là. Après les soins intensifs administrés aux victimes, 6 parmi elles ayant retrouvé leur esprit ont pu regagner leur domicile familial. Les 3 autres, toujours sous observation, seraient hors de danger. Et selon les témoignages des différents acteurs de cet établissement scolaire,
Ce phénomène devient de plus en plus récurrent au CG1 de Natitengo. Moi, je viens de prendre service à cette rentrée, mais mes collaborateurs m'ont expliqué que c'est un phénomène qui avait déjà prévalu dans le passé, que c'est exactement de cette manière que cela se manifeste. L'année passée, c'était dans la matinée, les filles, ça a commencé par attaquer les filles. Et dans la soirée, c'est les garçons qui ont pris le relais. Et subitement, le directeur a été obligé de dire de rentrer à la maison, ce qui a été fait encore ce matin. Informé de la situation, l'autorité communale s'est rendue au chevet des malades. Ces filles sont victimes d'une assistance permanente de mauvais esprits. Et on ne sait comment, et qui les empêche de suivre leur scolarité. Et je crois que, à entendre le personnel soignant, ils ne savent pas de quoi il s'agit exactement. Et je crois que nous allons mettre à contribution les glissettes traditionnelles. Aux dernières nouvelles, les cours ont repris à 15h. À Porto Novo, les élèves et étudiants soutenus par la Fondation Vallée et le CAEB entrent en possession de leur bourse d'études pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a eu lieu hier. On fait le point. Une remise de bourse de la Fondation Vallée organisée dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. Ils sont 900 apprenants, dont 400 élèves et 500 étudiants qui ont reçu leur bourse de rentrée pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. 153 000 francs CFA pour les élèves et 290 000 francs pour les étudiants et également un accès permanent au réseau de bibliothèques du CAEB. De quoi soulager ces apprenants et par ricochet leurs parents. À cette rentrée, je dois vous dire que nous devons féliciter la Fondation Vallée parce que, comme chaque année, cette fondation fait davantage puisque à cette rentrée, nous avons reçu que ce soit les bibliothèques du CAEB Fondation Vallée, les bibliothèques Béné Excellence Fondation Vallée. On a reçu de nouveaux livres des éditions les plus récentes. Et que ces livres, pour la plupart, surtout les livres universitaires de médecine, de droit, de psychologie, de sociologie et que sais-je encore, tous ces livres sont des livres neufs achetés en France et pour l'ensemble de ces bibliothèques-là. Je voudrais saisir l'occasion pour inviter à la fois les élèves, les professeurs, les parents, les chercheurs, les enseignants de tous ordres à fréquenter nos bibliothèques et je crois qu'ils ne seront pas déçus. Chaque année, et ce depuis 20 ans, la Fondation Vallée et son partenaire le CAEB œuvrent pour l'excellence en milieu scolaire au Bénin. Pour les résultats obtenus, il y a plutôt de quoi se réjouir, selon le président de la Fondation, Odon Vallée. Depuis 20 ans, nous remettons des bourses et on peut dire que 80% de l'élite béninoise, ce sont nos anciens boursiers. Pour prendre un seul exemple, les 10 000 milliards de CFA d'investissement du président de la République, c'est un de nos anciens boursiers qui, pour un grand cabinet d'audit, a réalisé la demande et a été exaucé par le Fonds monétaire international qui l'a félicité. Et là encore, aujourd'hui, nous avons des anciens boursiers à la Banque mondiale, 2 anciens boursiers, dont l'une est de Porto Novo et l'autre de Cotonou, et qui ont œuvré et qui œuvrent toujours pour l'Afrique et pour le Bénin, qui, comme vous le savez, reçoit des dons très importants pour la lutte contre le Covid. Ce sont nos anciens boursiers qui font ça, et il y a également dans des fonds d'investissement pour l'Afrique des anciens boursiers qui y travaillent, et donc on peut dire que la Fondation Vallée et sa filiale Bénin Excellence sont vraiment devenus indispensables au Bénin. Mais le Bénin nous est aussi indispensable parce que le Bénin nous apporte énormément. C'est un pays pacifique, c'est un pays sympathique. Une fois de plus, la Fondation Vallée et le CAEB ont joué leur partition
et il revient aux bénéficiaires d'exceller en classe pour maintenir et pérenniser leur bourse. Helvetas Bénin multiplie ses actions pour une lutte efficace contre la COVID-19. C'est à travers la campagne dénommée Covid Out, lancée vendredi dernier à Nati Tengou. Reportage. Comment briser la chaîne de contagion de la COVID-19 dans les départements de la Takora et de la Donga? C'est toute la problématique de cette rencontre de Nati Tengou qui consacre le lancement officiel de la campagne d'information et de sensibilisation des populations à la base sur la COVID-19. Dénommée Covid Out, cette initiative de Helvetas Bénin sur financement de la coopération suisse s'inscrit dans le cadre du projet Rési Covid et vise essentiellement à soutenir les politiques initiées par les autorités sanitaires pour contrer la progression de cette pandémie. C'est une campagne d'information et de sensibilisation des populations à la base sur la pandémie et d'appui des couches vulnérables en équipement de protection. Elle est faite de plusieurs actions qui seront concentrées sur la période du 16 au 30 octobre 2020. Au cours de cette période, plusieurs activités planifiées seront exécutées avec diligence sur le terrain en vue d'impacter les populations vulnérables. Il s'agit entre autres d'une campagne de sensibilisation de proximité des ménages sur la COVID-19 conduite par la direction départementale de la santé de la Takora, des actions de sensibilisation de groupes cibles vulnérables par des organisations de citoyenneté. Il est aussi prévu le soutien aux entrepreneurs qui développent des innovations sur les gestes barrières, la promotion de l'économie locale dans un contexte de Covid. Une série d'activités qui raffermit l'engagement de cette ONG internationale suisse aux côtés des autorités dans la riposte contre le coronavirus. Donc Helvetas, vraiment depuis un moment, nous appuie dans cette intervention et a accepté de le faire pour nous permettre de couper la chaîne de transmission grâce à l'information que nous allons apporter. En plus des informations qui seront distillées au sein des communautés, elle va distribuer 250 dispositifs de lavage des mains avec un train dans ces deux départements. Au nom de l'association des communes de la Takora et de la Donga et particulièrement au nom des populations de Nati Tengou, je voudrais remercier Helvetas Swiss Inter Coopération pour cette belle initiative qui à coup sûr permettra de réduire les ravages de cette pandémie dans notre département. La dite campagne qui sera conduite selon l'approche porte-à-porte va sensiblement et durablement toucher 5400 ménages dans 45 villages de la Takora. Je voudrais ainsi saluer cette heureuse initiative et remercier Helvetas Swiss Inter Coopération pour sa grande sensibilité au bien-être des populations de la Takora et de la Donga. Dans sa dynamique d'aider les autorités sanitaires à stopper l'avancée de la pandémie, Helvetas enchaîne donc activités, actions et gestes. En août dernier, elle avait initié une session de formation au profit des journalistes et animateurs de la Takora et de la Donga sur la coproduction d'émissions sur la COVID-19. Voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de journée à vous. Merci à vous Ingrid, et très bonne journée du mercredi. Tout à l'heure, quand il sonnera 13h, retour sur l'actualité avec la grande édition du journal de la mi-journée. Ce sera avec Zakiat Latoundji, voilà, ça me vient, Zakiat Latoundji, qui nous présentera le 13h. Merci à tous de prendre ce rendez-vous. Eh bien, si tout va bien dans cette première partie, nous aurons deux invités. On parlera de l'actualisation du fichier électoral. Où en est-on au niveau du COSLEPI dans l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée pour le compte de la présidentielle de 2021. Florentin Tchaou, député, vice-président du COSLEPI, sera avec nous pour nous apporter quelques éléments d'appréciation et puis la participation politique de la jeunesse, notamment en rapport à la présidentielle de 2021. Qu'est-ce qui est fait jusque-là? L'analyse d'un acteur politique, Mathieu Avlessi, il sera donc avec nous dans cette première partie. Merci de prendre ces différents rendez-vous. Installez-vous. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous.
Face au Covid-19, LBM Syst Location de voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syst LBM Location de voitures, contact 60 60 60 63. Des grandes marques. C'est enfin prêt. Comme promis, le professeur émérite et coach Patrick Armand-Pognon, en partenariat avec ATQMSA, vous offre à partir du 5 novembre 2020 la licence en génie commercial. Une formation en classe Telegram basée sur la vente et rien que la vente. Vous y retrouverez principalement pourquoi vendre, la vente sur les réseaux sociaux, les secrets du vendeur compétent et bien d'autres aspects de la vente et du vendeur. Diplôme à obtenir. Licence en génie commercial. Durée de formation 26 jours. Infoline plus 229 61 05 06 85 plus 228 98 54 09 62. Avec le coach Pognon, devenez un génie de la vente. Alerte! Vous avez 60 ans et plus, ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. – 7h40. Bonjour, cher monsieur Herman Parfait Ademoussou. Bonjour, Christian Daridjan. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, Wahab. Bonjour, Herman. Bonjour, Christian. Voilà, vous avez la forme ce matin. Merci de nous rejoindre en plateau. Eh bien, nous aurons à aborder un certain nombre de sujets d'actualité. D'abord, la rentrée politique du Parti Les Démocrates. C'était donc hier. On va y revenir notamment sur les exigences des responsables du parti. Oui, Herman Parfait Ademoussou. On sait que le parti Les Démocrates a mené la démarche au niveau du ministère de l'Intérieur pour bénéficier donc de son récépissé, avoir donc une existence légale afin de participer à l'animation de la vie politique. Mais jusque-là, le parti n'a pas encore de récépissé. Donc sans récépissé, le parti Les Démocrates était en activité et a effectué sa rentrée politique légale. Le parti est-il dans la légalité ? Non, je pense que nous sommes sur un plateau de télévision ici. J'ai de la peine à appeler les démocrates partis, étant entendu que les tests de loi qui régissent un peu le fonctionnement des partis politiques au Bénin, quand on applique ces tests, le parti n'a pas encore réussi à obtenir son récépissé définitif, lequel ferait de lui un parti politique digne du nom qui pourrait donc participer au débat politique. Donc, on va dire les démocrates en gestation. Alors, les démocrates en gestation ont tenu hier leur rentrée politique, on peut également le dire, avec des exigences. Les exigences, c'est je crois, ils demandent la suppression de la disposition sur le parrainage. Ils demandent ensuite la participation au démembrement de la Sénat et enfin l'audit de la liste électorale permanente informatisée, parce qu'ils trouvent dedans c'est pour un besoin de fiabilité de la liste. Je pense que sur ces trois éléments-là, on peut toujours opiner, mais je préfère peut-être laisser Wahab d'abord donner son impression, s'il vous plaît. D'accord, vous me renvoyez la parole afin que j'adresse la parole à Wahab Alipara. Oui, Wahab Alipara, le Parti des démocrates, Herman Parfait Ademoussou trouve qu'il aura du mal à appeler les démocrates partis politiques, puisque jusque-là, ils n'ont pas une existence légale, ils n'ont pas leur récépissé. Et donc,
les démocrates qui étaient en activité politique hier. Je vous refais la question. Le parti se trouve-t-il dans la légalité en agissant ici? Bon, d'abord, quand vous-même vous parlez de parti, ça pose un problème. Il faut préciser parti en gestation. Parce que quand on va au ministère de l'Intérieur, on va nous faire ressortir la liste des partis légalement constitués. Et là, c'est à ce moment qu'on parlera de parti. Donc, ce sont des membres d'un parti qui est en construction, qui cherche à se constituer. Donc, il faut le récépissé pour qu'on puisse parler de parti politique légalement existant en République du Bénin. Cependant, on ne va pas, arracher le droit à des citoyens, n'est-ce pas, de revendiquer un certain nombre de choses, de souligner leurs inquiétudes quand il s'agit de l'animation de la vie politique. Parce que même le régime en place appelle toutes les filles et tous les fils, n'est-ce pas, à apporter leur contribution pour le développement du pays. Alors, si les démocrates de leur position estiment qu'il y a mal donne à certains niveaux, c'est de leur droit, n'est-ce pas, de trouver les formules qu'il faut pour l'annoncer. Les démocrates ont donc choisi, n'est-ce pas, faire une rentrée politique. Donc, ils le font en tant que parti. Là, moi, j'ai un peu de gêne, c'est de voir qu'ils n'ont pas encore le récépissé légal, en tout cas le récépissé provisoire au niveau du ministère de l'Intérieur, pour se proclamer ou se réclamer parti politique. On l'évoquait hier dans nos échanges de plateau, la veille déjà, le lundi dernier, les responsables de ce parti en gestation étaient en audience à la Cour constitutionnelle. Ils ont rencontré le président Joseph Djogwenou pour lui faire part des difficultés qu'ils ont en ce moment pour entrer en possession de leur récépissé. N'est-ce pas de droit que d'aller vers le président de la Cour constitutionnelle et lui porter une telle information? Oui, c'est ça. On avait évoqué le sujet hier matin et puis on disait que d'abord le fait que le président de la Cour constitutionnelle les accepte, les accueille, cela témoigne de la démocratie vivante en République du Bénin. Cela témoigne du fait que les portes des institutions de la République ne sont pas fermées aux partis politiques, fut-il des partis politiques de l'opposition. Donc, encore une fois, c'est du droit des citoyens béninois de façon générale, n'est-ce pas, et de ceux-là qui aspirent à diriger le pays, n'est-ce pas, de poser les problèmes quand ils les soulignent en tant que problème, effectivement. Pour les démocrates, le parrainage est un véritable problème. Vous comprenez? Donc, il faut trouver un mécanisme, sinon une formule qui permette de porter leur voix, de porter leur mécontentement, s'il faut le dire ainsi, de souligner ce qui ne va pas et de proposer ce qu'il faut. La proposition des démocrates dans ce contexte actuel, c'est qu'on puisse corriger le dispositif, la disposition dans le code électoral qui suggère purement simplement qu'on lève la suppression. Cela sous-entend cela comme un blocage, comme un verrou, n'est-ce pas, pour leur participation à la présidentielle de l'année prochaine. En tout cas, au-delà de ça, il y a qu'au niveau du COSLEPI, depuis bien longtemps, avant même que les démocrates n'envisagent publiquement la naissance de leur parti politique, on parlait déjà du COSLEPI qui n'est composé, n'est-ce pas, que de blocs républicains et de... Oui, là on ne dira pas bloc républicain et Union progressiste, mais on parlera des députés à l'Assemblée nationale, de la majorité parlementaire, de la minorité parlementaire. Parlementaire, mais des deux équipes, n'est-ce pas, il n'y a pas un parti de l'opposition. Donc, depuis la naissance du COSLEPI, n'est-ce pas, ce problème se posait déjà. Les démocrates souhaitent une certaine participation à l'équipe, en tout cas avoir un œil sur le travail qui se fait au niveau du COSLEPI, de manière à ce que la liste électorale que va corriger le COSLEPI soit une liste consensuelle qui a reçu la participation de tout le monde. Les exigences des démocrates, la présence du parti aux côtés des acteurs pour auditer la liste électorale et s'assurer de la fiabilité donc de la liste. Deuxième exigence, la présence dans les démembrements de la Commission électorale nationale autonome et puis la levée du parrainage que le parti considère comme étant un blocus pour la présidentielle de 2021. Est-ce que le parti, en formulant ces exigences-là, a l'assurance qu'il aura gain de cause? Bien malin qui pourra dire si le parti politique en gestation, les démocrates, va obtenir gain de cause quand on s'en tient
à ces exigences. Quand on les prend un à un, quand on demande par exemple la suppression de la disposition sur le parrainage, alors même que le parrainage est une recommandation de dialogue politique. N'oubliez pas que quand il y a un dialogue politique, c'est les acteurs politiques qui étaient conviés à ce dialogue-là, qui ont souhaité qu'il y ait un système de parrainage qui permette désormais d'éviter les candidatures fantaisistes. Le second aspect, l'aspect lié à la participation au développement de la Sénat. N'oublions quand même pas que nous avons crédité tous sur ce plateau et même dans le pays la Sénat actuelle de Manuel Thiando d'être une Sénat crédible, une Sénat qui a fait ses preuves. Encore même que la Sénat à cette date n'a pas, à mon avis, une coloration politique. Personne ne saurait me dire que Emmanuel Thiando est de l'UP, qu'il est du BR, encore moins des forces corrupées bien émergentes. Donc on nous a habitués avec cette Sénat professionnelle, on nous a habitués à une Sénat qui est à coloration apolitique et qui fait bien son rôle. Encore que même dans le recrutement des agents qui devront servir dans les développements de la Sénat. Moi, j'ai eu des collègues à nous qui sont journalistes, mais qui ont été recrutés pour servir auprès de la Sénat. Si tant est que le parti en gestation, les démocrates, arrivent à obtenir son récépissé définitif, je pense que le mieux pour ce parti politique, c'est de faire en sorte que ces éléments, ces militants puissent être recrutés au sein de cette développement de la Sénat, quitte à permettre à ces militants d'avoir une réussite de ce qui se fait au niveau de la Sénat. Maintenant, quand je prends le troisième aspect, l'aspect lié à l'audit de la liste électorale préventive, n'oubliez pas que la LEPI n'est quand même pas un produit de l'actuel régime. La LEPI, c'est ça qui a permis au président des démocrates, d'être élu vice-président de l'Assemblée nationale en 2015. Et donc, cette LEPI, je vois un peu les démocrates et son président, je les vois un peu dans la peau de l'opposition en 2010. Où l'opposition demandait à Boni Yayi de faire une LEPI consensuelle, une LEPI inclusive, lequel Yayi Boni les recevait à tour de rôle à la présidence. Et je vois Éric Mouleté, dans la période député, je le voyais tenir le porte-parole de l'opposition en ce moment. Ça n'a pas empêché Boni Yayi de poursuivre sa LEPI et d'utiliser cette LEPI de faire le SOCA en 2011. Donc je pense que moi, si j'ai quelque chose à demander aux démocrates aujourd'hui, c'est d'aller vers une table de dialogue. C'est de pouvoir demander à la mouvance actuelle, au président actuel, de les recevoir. Quitte à ce qu'ils aillent vers le dialogue plutôt que d'aller vers une manière un peu bizarre. Ça gêne un peu, surtout que le Bénin n'a pas besoin de ça. Oui, sur les trois points qui sont en quelque sorte les exigences des démocrates, n'est-ce pas? Moi, je trouve que c'est de leur droit de revendiquer. Tout parti de l'opposition cherche toujours à apporter, à souligner de mal donne dans ce qui est fait, n'est-ce pas, par un régime en exercice. Tout ce qui est là, affaire de parrainage, même si ça a été suggéré par les partis politiques, au dialogue politique, ça a été mis en œuvre, n'est-ce pas, par le régime en place. Il n'est pas évident, n'est-ce pas, qu'un parti de l'opposition puisse trouver que tout s'est déroulé tel qu'il le souhaite. Oui, mais justement, au sein de cette opposition, on voit quand même qu'il y a beaucoup de voix qui sont dissonantes au sujet du parrainage. Lorsque vous écoutez les forces pour un Bénin émergent, ils souhaitent qu'on expérimente la loi électorale, notamment le code électoral avec la question du parrainage. Mais d'un autre côté, le parti politique en formation, en gestation, les démocrates demandent à ce qu'on lève ce verrou. Au sein de l'opposition, si nous avons de ces voix qui sont dissonantes, discordantes à la limite, finalement, on se demande où va l'opposition quand... non, l'opposition, la plupart du temps, l'opposition est souvent allée en rang dispersé. C'est ce que nous constatons. Et encore une fois, on fait face à cette réalité. Maintenant, la force de frappe du parti Force Corée pour un Bénin émergent, en tant que parti de l'opposition, ce n'est pas la même chose que le parti en gestation, les démocrates. FCBE est légalement constitué. Je pense, si j'ai bonne mémoire, que c'est Garba, Yaya, je crois bien, qui avait suggéré en tant que député à l'époque, n'est-ce pas, la question de parrainage. Et ils l'ont rappelé, n'est-ce pas, au dialogue politique. Cela a été mis en œuvre, mais eux, ils n'étaient pas, sinon les forces corées pour un Bénin émergent n'étaient plus députés ou n'avaient plus de députés pour peut-être participer aux orientations, en tout cas à tout le mécanisme et à tous les contours du parrainage. Mais FCBE accepte faire avec le parrainage. Et aujourd'hui, quand on a expliqué comment le parrainage va se dérouler, n'est-ce pas, FCBE a pris acte.
Maintenant, les démocrates, eux, ils ont une autre lecture de la chose. Ils estiment, n'est-ce pas, que c'est un blocage pur et simple et qu'il faut sauter, ce verrou. Une chose est claire, n'est-ce pas? Il est difficile de dire que en tout cas, les chances, pour faire court, les chances pour que cette doléance ou cette exigence des démocrates puisse aboutir, les chances sont très minces quand il s'agit de ce détail-là particulièrement. Maintenant, il y a possibilité, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas aller demander pardon, je pense que c'est un peu trop demander au parti, à l'opposition, aller demander pardon comme le souhaite Herman Aniam Bossou. Je n'ai pas dit d'aller demander pardon. J'ai dit d'aller vers une table de négociation. Je n'ai pas dit d'aller demander pardon. Parce que justement, quand je le dis, c'est qu'il faut prendre, à mon avis, il faut prendre exemple, il faut tirer leçon de ce qui a pu se passer dans les années 2010, où à la présidence de la République, on a vu, et vous vous rappelez dans la période, il y avait Bruno Amoussou, il y avait Roumbedi, il y avait Liadi Soglo qui formait l'opposition à Boni Yayi. Et donc, à chaque séance où l'opposition réclamait qu'on annule dans la période de la LEPI et qu'on aille vers une élection en tenant compte des cartes d'électeurs, des cartes d'identité et tout, je pense que Boni Yayi lui a posé un refus catégorique. Et donc, ça n'a pas servi de leçon à l'opposition, mais vous avez vu, au moment où l'opposition a demandé à ses militants d'aller se faire enregistrer, c'était déjà trop tard. Boni Yayi avait fait son cas en 2011. Donc, je pense que quand on prend cet exemple, ajouté à ce qui se passe maintenant, et je dis, il se fait que généralement l'histoire se répète. Et donc, il faut éviter cela. Il faut aller vers une table de négociation. Encore que, quand on prend le volet parrainage, pour le parrainage, nulle part il nous a été dit qu'on a interdit à des élus de parrainer une candidature. Pourquoi est-ce que l'opposition, que nous voyons bien venir, à Patrice Talon, qui est bien là pour jouer son rôle, pourquoi l'opposition ne fait pas la démarche d'avoir d'abord le parrainage, quitte à ce qu'on le bloque avant qu'elle ne vienne dire qu'on l'a bloqué? Je pense que, oui, quand vous n'êtes pas là et que les gens ont décidé en vos lieux et places, le mieux, c'est de peut-être chercher à négocier et d'entrer dans les rangs. C'est ce que je pense. D'accord, ok, ça c'est une appréciation de Herman Aniam Bossou. Je souligne la malcompréhension que j'avais donc dans sa première déclaration. Et je poursuis en disant que il y a de faibles chances, n'est-ce pas, que les exigences des démocrates en ce qui concerne l'annulation ou la suppression du parrainage aboutissent. Maintenant, il y a plus de facilité, n'est-ce pas, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'avoir des militants et autres dans les équipes de la Sénat. Ça se fait partout et comme Herman l'a suggéré, il suffit, n'est-ce pas, de faire recruter, n'est-ce pas, leurs militants et autres dans les équipes qui vont travailler, et ces équipes, leurs militants auront davantage les yeux sur ce qui se fait. Encore une fois, concernant donc le troisième point relatif donc au COS-LEPI, c'est vrai, on dit dans l'opinion qu'au sein du COS-LEPI, il n'y a pas de parti de l'opposition farouche pour mieux observer les choses. Ce débat, à mon avis, est dépassé. Et ce COS-LEPI ou la LEPI, de façon générale, n'est pas un instrument mis au monde par le régime actuel. On a hérité ça d'un régime précédent. Je pense qu'il faut faire avec, et faire avec sous-entend qu'on participe, n'est-ce pas, à sa manière, et participer, pour moi, faire référence au fait qu'il faut d'abord avoir le récépissé, se dire qu'on est un parti légal en République du Bénin, participer peut-être à fédérer les énergies au sein de l'opposition. On peut être démocrate, on peut être, restaurer l'espoir et autres, et dès lors qu'on fédère ces énergies, on multiplie les chances d'aller en avant. Mais vous demandez aux différents partis politiques de l'opposition de fédérer les énergies, mais n'oubliez pas que chaque parti est né avec sa vision, ses ambitions, et son idéologie et autres. Justement, c'est ça qui les guide à aller en rang dispersé, et ils minimisent chaque fois leurs chances. Non, justement, quand on est parti de la résistance qui n'a pas empêché Candidat Zané de retrouver son Restaurer l'espoir, qui n'a pas empêché FCB de retrouver sa force Cori avec Cori sans, je crois, la force sans, désormais ce n'est plus les forces Cori mais la force Cori, et ça n'empêche pas non plus les démocrates de retrouver leur part. Vous savez, autant que nous sommes, et on a bien fait de rappeler que c'est des citoyens. La participation au débat politique ne peut être interdite à personne. Et d'ailleurs, Éric Bouneté, quand vous l'écoutez dans ses prises de position, c'est un acteur politique clé de notre pays. Et je pense que sur la question, par exemple, du COS-LEPI, de la LEPI, par exemple, le cycle de vie de la LEPI est finissant.
l'ALEPI finit avec cette présidentielle. On a promis une autre, je crois, la LEI ou tout ce qu'ils veulent pour aller vers des élections. Pourquoi c'est maintenant qu'on veut aller vers un audit de l'ALEPI? Je me dis, il faut, à mon avis, aller à l'essentiel. Nous rêvons d'acteurs politiques qui apportent vraiment du piquant au débat politique plutôt que de s'attarder sur des questions qui... Parlons justement de piquant. Dans les déclarations, on peut noter des annonces, le rétablissement, par exemple, de l'état de droit et des libertés fondamentales. Oui, encore que même ils sont allés très loin, ils disent qu'ils promettent une réponse imminente et sévère parce qu'ils n'ont pas reçu le récépissé. Je pense que nulle part dans les textes de loi en vigueur au Bénin, il n'est prévu une autre forme que celle relative à des actions devant les tribunaux, devant les juridictions compétentes. Je pense que si on est vraiment démocrate dans un pays de démocratie, je pense qu'il faut plutôt emprunter ses voies plutôt que de chercher à menacer, plutôt que de chercher à utiliser des mots qui à la fin déroutent pratiquement tout le monde. Alors, on ne dira pas que le parrainage c'est un acquis, en tout cas pour les acteurs politiques qui souhaiteraient véritablement qu'on l'expérimente en République du Bénin. L'Assemblée nationale a revu la loi électorale et par la suite, nous avons compris que la Sénat, qui est en train de petit à petit dérouler son calendrier, se rendra aujourd'hui à l'Assemblée nationale et échangera donc avec les députés à l'Assemblée nationale qui sont désormais les parrains désignés pour les différents candidats. Et là, nous passons au second sujet. Que vont-ils se dire aujourd'hui, députés et membres de la Commission électorale nationale autonome? Ce sont les députés qui ont voté le code électoral. Oui, ils vont se dire beaucoup de choses. Il va falloir qu'ils harmonisent. Ce sont les députés qui ont voté le code électoral, mais c'est la Sénat qui est chargée de la mise en application de ce code électoral et la mise en application sera davantage effective en 2021. Il va falloir que ces deux acteurs, la Sénat et les députés, n'est-ce pas, puissent s'entendre sur les modalités d'application, n'est-ce pas, de ce code électoral-là, surtout les grandes lignes relatives donc à l'organisation de l'élection, à la tenue de l'élection et surtout au parrainage. C'est le détail, le non moins négligeable de la question. Donc, comment les choses vont se dérouler? Je crois que une des rencontres qui avait précédé, c'était de rencontrer les partis politiques. Justement. Les partis politiques pour leur expliquer le mécanisme de déclinant, le mode de fonctionnement du parrainage. Cette fois-ci, il s'agit d'aller directement vers les députés et leur faire comprendre comment les choses vont concrètement se dérouler. Il se peut que les députés à l'Assemblée nationale puissent avoir des réserves parce que dans le lot, en son temps, il y avait l'honorable Gounou, n'est-ce pas, qui avait trouvé à dire en ce qui concerne la manière dont la Sénat suggérait... c'est à cette rencontre que les représentants des partis politiques ont eu avec les responsables de la Sénat. De la Sénat. Et dans le lot, il y avait, l'honorable Gounou, n'est-ce pas, député à l'Assemblée nationale et membre également d'un parti politique en présence sur le terrain. Donc, il se peut que, cette idée de l'honorable Gounou puisse faire école dans le rang de son parti et que dans les échanges avec les membres de la Sénat, on puisse revenir sur ce point-là et peut-être aplanir les divergences et aller à l'essentiel. Comment voyez-vous les échanges à l'Assemblée nationale aujourd'hui entre députés ayant voté la loi sur les élections, le code électoral, et maintenant la Sénat qui vient expliquer, interpréter son fonctionnement? Je pense que pour qui connaît Emmanuel Tiando, Geneviève Bokoradjo et tous les autres commissaires de la Sénat, pour les avoir vus à l'œuvre, vous avez rappelé tantôt cette séance que les membres de la Sénat ont eu avec les présidents de partis politiques, lesquels ont émis en son temps des réserves, mais qui n'ont pas empêché la Sénat de dire non, nous optons pour un parrainage sous anonymat, le formulaire sera individuel. Et donc je vois Emmanuel Tiando aller rencontrer les 83 députés et leur dire voici la femme que nous avons retenue. Les 82 députés, voilà, pour dire voici la femme que nous avons retenue, vous
ce sera ainsi, et donc pour permettre à tous ceux qui réussissent à avoir le parrainage de pouvoir aller aux élections, et donc je ne vois pas autre disposition que de leur expliquer ce qui commence à se passer, de leur expliquer le dispositif mis en place pour garantir vraiment l'anonymat, parce qu'on l'a rappelé sur ce plateau, ça ne sert à rien de dire c'est sous anonymat, alors même que très rapidement après, au moment où le dossier est déposé, aussitôt après quelqu'un a déjà pris son téléphone, a filmé les parrains, sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut garantir cet anonymat-là, et c'est sur ce terrain que je voudrais attendre le parti, les démocrates en gestation. Je me disais qu'une fois qu'ils ont rencontré le président de la Cour constitutionnelle, qui ferait la même démarche à l'endroit de la Sénat, à l'endroit d'autres institutions, pour voir dans quelle mesure se mettre dans la danse. Mais bon, malheureusement, c'est pas ça. Justement, on rappelle qu'avec le protocole de la CEDEAO sur les élections, on ne modifie pas les lois électorales 6 mois avant la tenue de l'élection. Nous sommes pratiquement à 6 mois. Ce sera un peu compliqué pour les démocrates par leur demande, la satisfaction de leur demande. Et on rappelle qu'après les députés, aujourd'hui, le 28 prochain, si les dates sont confirmées, eh bien, la Sénat rencontrera dans la commune de Boycon les maires, les 77 maires du Bénin, pour leur parler un peu du mécanisme sur le parrainage. Oui, à l'Assemblée nationale, le contrôle de l'action gouvernementale, la 8e législature veut donc améliorer ses performances, si l'on s'en tient au discours de l'actuel président de l'Assemblée nationale. Oui, l'effectivité du contrôle de l'action gouvernementale, n'est-ce pas le péché mignon de toutes les législatures, Herman Wahab? Oui, c'est le péché mignon de toutes les législatures. La 8e est également tombée dans, je dirais, dans les mêmes erreurs, n'est-ce pas, ou dans les mêmes ratés des mandatures ou des législatures précédentes, en ce sens qu'on n'a pas senti le contrôle de l'action gouvernementale tel que les mandants, n'est-ce pas, l'auraient souhaité. On attend des députés, n'est-ce pas forcément de bloquer les lois, n'est-ce pas, ou les propositions de loi envoyées par l'exécutif au niveau de l'Assemblée nationale, mais qu'il y ait des questions pointues concernant le bien-être des populations, qu'on puisse poser des questions au gouvernement et attendre de ce gouvernement des réponses. Comment le gouvernement, par exemple, pense apporter, quelle réponse le gouvernement apporte aux populations de Karimama, de Malanville et autres qui ont des difficultés liées donc aux inondations. Qu'est-ce qu'on apporte pour les sinistrés de telle région, etc. C'est ce qu'on attend, n'est-ce pas, entre autres, bien entendu, de l'Assemblée nationale, des députés à l'Assemblée nationale, qu'on questionne presque quotidiennement ou régulièrement le régime en exercice et attendre de lui les réponses. L'accompagner également dans les propositions de solutions. On n'a pas trop senti cela. Et il y a également que beaucoup de questions sont posées, des questions orales, des questions écrites. Très peu ont été examinées. Je crois que dans la reconnaissance des erreurs ou des ratés par le président de l'Assemblée nationale, il a souligné tout cela. Maintenant, il y a une chose. On dit un fou qui prend conscience de sa folie est à moitié guéri. C'est bien heureux de voir que le président de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, prend acte, n'est-ce pas, de ce que lui et ses équipes et les membres de son équipe, c'est-à-dire les autres députés n'ont pas suffisamment fait dans le sens, n'est-ce pas, du contrôle de l'action gouvernementale. Il n'y a pas que des lois à voter. Ils en ont fait. Et Dieu merci, dans autre forme, et ce que je retiens, je souligne dans les propos du président de l'Assemblée nationale, c'est d'obtenir l'occasion d'expliquer aux populations une fois à l'ouverture de cette session budgétaire, d'expliquer aux populations ce qui a justifié la vitesse avec laquelle on avait voté un certain nombre de lois. On avait une idée liée au fait que les deux partis à l'Assemblée nationale étaient des partis acquis aux actions du gouvernement et que c'est ce qui justifiait le fait qu'une fois qu'une loi atterrit à l'Assemblée nationale, il y a une certaine célérité, tout passe comme une lettre à la poste. Voilà, oui, Herman Parfait, un nouveau sou. Alors finalement, dans ce débat contrôle de l'action gouvernementale qui met aux prises deux institutions de la République, l'exécutif et puis l'Assemblée nationale, on se pose la question de savoir finalement qui ne joue pas son rôle, qui n'est pas proactif. Est-ce l'Assemblée nationale qui ne met pas la pression sur l'exécutif?
afin de l'emmener à se présenter au Parlement pour s'expliquer sur certains dossiers sur lesquels... De régime à l'autre, vous avez constaté depuis 90, de régime à l'autre, ce pan du Parlement a connu diverses fortunes, suivant qu'on est en face d'un régime, d'un exécutif un peu fort, un peu têtu. L'Assemblée nationale a beau poser de nombreuses questions, c'est quand le ministre veut qu'il apparaît pour répondre à vos questions, ou au mieux des cas, il vous fait poireauter au Parlement, vous restez là 1-2 heures de temps, 3 heures, après chacun prend ses clics. La prochaine fois, quand on n'est pas sûr qu'il vient, vous allez voir vous voyez un Parlement qui est totalement vide de contenu. Donc je pense que vous avez bien fait de demander si c'est pas le péché mignon de toute la législature. Non, c'est vrai que d'une législature à l'autre, on ne peut pas dire que ça a connu la même démarche. Alors même que la loi a prévu plusieurs mécanismes de contrôle de l'action gouvernementale. Wahab a tantôt parlé des questions orales, il y a les questions écrites avec débat, il y a les questions d'actualité, il y a les commissions d'enquête parlementaire, il y a les interpellations, il y a également les missions de contrôle des entreprises publiques et semi-publiques. Je pense que si sur un pan de la question ça rate, je ne vois pas ce qui empêcherait par exemple le Parlement de mettre en place une mission d'enquête parlementaire. Je ne vois pas ce qui empêche le Parlement de mettre en place une mission de contrôle des entreprises publiques et semi-publiques. On a vu tout récemment, nous a dit que le ministre de l'eau, il a fait des efforts pour que la commune de Godomé, la commune de Calavi et tous les arrondissements puissent trouver de l'eau. Pourquoi est-ce que depuis tout ce temps, le Parlement ne met pas en place une mission rapidement pour aller voir ce qui se passe pour qu'on ait manqué d'eau en son temps? Je pense qu'il y a beaucoup d'autres actions. Ce serait faire preuve de paresse, à mon avis, que d'attendre tout le temps que les ministres viennent au Parlement répondre à vos questions, alors que la loi a prévu beaucoup d'autres mécanismes par lesquels on peut toujours exercer ce contrôle de l'action gouvernementale. Je pense qu'il revient au président, comme l'a dit Wahab, qui s'est rendu compte que c'est effectivement le grain de sable qui fait que la machine n'est pas bien huilée. Une fois qu'ils ont pris conscience de ça, qu'ils se mettent dans la danse, parce que n'oubliez pas, nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Les populations attendent beaucoup. Pourquoi est-ce que le Parlement ne descend pas pour voir à peu près ce qui se passe au niveau de l'asphaltage, par exemple, au niveau de beaucoup d'autres chantiers qui sont ouverts, puisque c'est permis que le Parlement puisse contrôler ces différentes actions. Je pense qu'il faut qu'ils y aillent très tôt. D'accord. On va finir avec le dernier sujet de ce matin. Je vous emmène à Nati Tengou, au CEG 1 de cette localité. Faut-il avoir peur d'entrer en salle de cours quand on est élève ou quand on est usager de cet établissement? Beaucoup de filles qui sont tombées en transe. Oui, il faut s'inquiéter quand on veut mettre pied dans cet établissement désormais. Non, nous n'allons pas amener les gens à avoir peur ce matin. Non, ce n'est pas avoir peur. On décrit juste la réalité, on décrit les faits qui ne sont pas les premiers. En tout cas, ce n'est pas la première fois qu'un phénomène pareil surgit au niveau du CG1 de Nati Tengou, selon les informations que nous avons eues. Pour cette année, en tout cas pour le début de la semaine, lundi dernier, donc, 8 filles sont tombées en transe dans l'établissement. Les images nous sont venues de notre équipe régionale à Takora, Donga, basée à Nati Tengou, donc le travail de Alassane Harouna, où nous avons trouvé, on nous décrit des filles qui sont tombées en transe, et qu'on n'a pas compris concrètement qu'est-ce qui est à la base. C'est-à-dire que on se réveille un matin, une fille tombe en transe, ses camarades la soulèvent pour l'amener au niveau de la surveillance de l'établissement, qu'à ce niveau, on va lui trouver solution. Et chemin faisant, on découvre que d'autres classes à côté, d'autres filles tombent jusqu'à 8, 9. Vous voyez, donc ça pose un véritable problème. Ça, c'est vrai, on a suspendu les cours en attendant d'y voir plus clair. Entre-temps, lundi, je crois, on avait fait appel à un guérisseur ou à un charlatan pour peut-être apporter ces réalités endogènes pour voir mieux. Je pense que les autorités à divers niveaux, celles en charge de l'enseignement secondaire, doivent se lever pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe concrètement à ce niveau. S'il faut faire appel, n'est-ce pas, aux hommes des cultes endogènes, parce que ça fait partie de nos réalités, on ne peut pas laisser tomber. Il y a possibilité que nous puissions fouiller, n'est-ce pas, dans notre répertoire ancestral, n'est-ce pas, pour pouvoir apporter une solution à ce problème, sécuriser
sécuriser les parents d'élèves, sécuriser les apprenants, sécuriser les enseignants et pourquoi pas sécuriser tous les usagers. En quoi faisant, vous allez répondre à la question tout à l'heure. On va donner la parole d'abord à Herman Parfait à Niambossou. Oui, un fait insolite, la crainte. Non, je pense que aux questions endogènes, des réponses tout aussi endogènes. Wahab l'a rappelé tantôt, surtout que c'est pas la première fois que ça survient. On pouvait voir les images avec la réalisation. C'est pas la première fois que ça survient au CEG 1. Je rappelle que vous êtes un des pionniers du CEG 2 de Nati Tengou. Merci à vous d'avoir contribué à créer ce CEG 2. Et donc, quand ça survient comme ça régulièrement, je pense que c'est une erreur de l'administration de ce collège d'avoir laissé la situation perdurer. Parce que quand c'est déjà venu une fois, 2 fois, 3 fois, en temps normal, on cherche, on fouille pour savoir ce qui se passe sur le terrain. Il se peut que ce soit une affaire domaniale. Il se peut que ce soit... Le sujet existe. Ah non, il se peut, vous savez, le sujet existe, il a bien dessiné, mais la Terre existe, il y a bien des décennies, si vous voulez, ou des siècles que la Terre est là, que la Terre existe. On ne sait pas ce qui a pu se passer sur cette Terre avant que le sujet ne vienne trouver vie sur cette Terre-là. Donc, ça fait appel forcément à des éléments endogènes. Et donc, il faut fouiller, il faut chercher, il faut voir s'il n'y a peut-être pas un esprit sur ce terrain qui demande toutes les fois que les filles tombent en transe. Et donc, il faut qu'on évite un peu de nous amener la peur, mais qu'ils aillent très tôt parce que, je dis, aux questions endogènes, des réponses tout aussi endogènes. Maintenant, on peut aussi faire appel aux prêtres, aux imams, pour qu'ils aillent prier pour cette école, prier pour que la terre puisse être habitable. Oui. Oui, il faut vraiment fouiller. Vous voyez, c'est une région du Nord Bénin et entre autres pratiques, on avait sur le domaine, sur des terrains, l'enterrement des parents. Si c'est un domaine, par exemple, discuté, ça peut poser un véritable problème. Ne nous voilons pas la face. Il se peut que c'est un grand-parent de quelqu'un qui est enterré à cet endroit où il fallait chaque année des rituels réguliers, mais qu'on ne fait pas parce qu'à un moment donné, on a abandonné disant que c'est devenu un domaine public, que les Maintenant, s'il y a une partie, n'est-ce pas, de la parcelle de quelqu'un qui est rentré dans le domaine du CG, c'est-à-dire un domaine privé rentré dans le domaine du CG, il faut également fouiller et comprendre les contours de ce problème-là. C'est encore une fois, nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin, nous avons nos réalités. Il ne s'agit pas de porter des costumes. Il ne s'agit pas de porter costume et se limiter à ce niveau. Et de s'asseoir sur le plateau. Voilà, il y a des gens qu'on peut aller consulter qui ne porteront pas ce que j'ai porté ici et qui vont nous aider à trouver des solutions. Et mieux, avant même l'installation de ce CEG, que je vous dis qu'il n'y a pas eu un fétiche qui a existé là et que parce qu'on a voulu installer le CEG, on a dû tout foutre dehors ou bien l'enterrer. On a pris un engagement chaque année de lui faire des sacrifices ou alors sans prendre la peine de demander la permission des places de fétiche parce qu'on veut. Donc je pense qu'il y a beaucoup de questions qu'on peut poser sur ce dossier. Vous invitez alors nos dignitaires à se saisir ce dossier, à se mobiliser pour que nos filles évitent de se mettre en danse. Qu'ils attendent le 10 janvier pour le faire ou qu'ils aillent sur le terrain? Qu'ils aillent très tôt, automatiquement. On ne va pas attendre 10 janvier. 10 janvier, ça fait déjà le second trimestre. Déjà que les cours ont été suspendus. Les cours ont été suspendus. Vous voyez, donc c'est un établissement public, n'est-ce pas? J'ai pratiquement de la 6e en terminale où on a tout suspendu. C'est le plus grand CEG de CEG. Vous voyez, donc ça veut dire que ça risque de jouer sur le calendrier scolaire au niveau de cet établissement. Est-ce que ça ne va même pas faire fuir les établissements, les apprenants ou on a fait déjà à des effectifs gonflés quand il s'agit des écoles publiques? Merci. En tout cas, vos conseils, je suis sûr et certain, ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. On va voir si le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et fonctionnelle, qui est d'ailleurs un fait connaisseur du FA. Je me rappelle, un fait connaisseur du FA. Le professeur Mario Capo. Certainement qu'il fera un tour là-bas et nous dira ce qu'il en est. Voilà. Merci Wahab. Très bonne journée à vous. Restez en place. Herman Niambossou, le plateau de l'invité. C'est tout de suite notre invité à nom, Mathieu Ablessi. Il est juriste d'affaires, expert en communication, acteur politique, membre du parti Bloc Républicain. En tout cas, sur ce plateau, on le reçoit pour nous parler un peu de la jeunesse et de sa participation politique aux élections, notamment la présidentielle de 2021. Vous
Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. À la présidentielle d'avril 2021, la participation de la jeunesse politique, en tout cas ce matin sur ce plateau. On reviendra sur toute l'actualité autour de ces élections et pour ces analyses, on reçoit en plateau Mathieu Avlessi. Bonjour. Bonjour Monsieur Adondejian et bonjour chers téléspectateurs. Merci d'être là. Je vous reçois en compagnie de Herman Parfait à Niamboussou. Oui, vous confirmez que vous êtes jeune? La jeunesse, c'est l'état d'esprit. Politiquement parlant, la jeunesse, c'est une question d'activation. J'ai commencé par m'activer politiquement il n'y a pas si longtemps que ça, donc je suis plus jeune que toi d'ailleurs. D'accord. Alors aujourd'hui, comment voyez-vous notre jeunesse, cette jeunesse béninoise prendre sa part de feu en politique? Merci M. Adondejian et M. Niamboussou à témoin. Vous allez constater avec moi d'abord le thème en lien avec la terminologie et la rupture du président Talon. Pour que je vienne à bien développer ça, remonter un peu dans l'histoire pour dire que voilà, les années 50, les acteurs politiques qui nous ont donner les indépendances. Ils avaient un mode de fonctionnement. Et juste après eux, qu'on a observé, qu'on a incriminé, juste après eux, les gens qui se sont activés en les années 60-70 ont fait leurs preuves. Et ça a fait ce que nous voyons là, jusqu'à la conférence nationale. Mais toutes ces espèces politiques sont en voie de disparition. L'espèce politique qui est née les années 90 à la faveur de la conférence nationale est aujourd'hui aussi en voie de disparition. Ils sont héritiers. Cette espèce est héritière des deux autres précédents et donc ils ont accumulé de mauvaises habitudes. De mauvaises habitudes qu'ils ont la propension de laisser à cette jeunesse que le président Talon ne veut pas. C'est pourquoi on parle de la rupture. Donc la jeunesse en ce moment devrait pouvoir rompre avec ces mauvais comportements. C'est un peu dans ce sens-là que, voilà, vous savez qu'à un moment donné, nous avons dû créer une initiative des cadres pour la réélection du président Talon, des cadres pour la réélection du président Talon. Ceci pour dire que la jeunesse, vous, les cadres que nous sommes des faiseurs d'opinion et faisons avec la rupture, rompons avec ces mauvaises habitudes que nous observons au niveau de la classe politique. N'héritons pas de ces mauvais comportements parce que, oui, vous avez vu avec moi sur les réseaux sociaux le président Boutouane qui partait du pouvoir après 2 ans de mandat, qui partait et qui faisait une fête avec l'opposition et la mouvance. Après 2 ans de pouvoir, il fait une fête pour partir du pouvoir, pour laisser la machine à une autre classe politique. C'est de cela que nous parlons. Et
c'est de cela que la jeunesse veut hériter pour que le Bénin prospère véritablement. Ce qu'on a vu juste là n'était pas vraiment un élan de prospérité pour le pays. Quand vous parlez de mauvais comportements, mauvaises habitudes, à quoi faites-vous allusion, par exemple? Voyez-vous un peu ce qui se passe aujourd'hui avec la classe politique et qui, à la faveur de la réforme du système partisan, se refusait de respecter les dispositions légales. Bon, à un moment donné, on est allé à des élections qu'ils ont qualifiées d'exclusives. Ça, c'est leur terminologie. Je pense que ceux qui étaient régulièrement constitués sont allés aux élections. C'est comme ça, moi, je vois la chose. Et puis, après, ils se sont rendus compte que, voilà, le temps passe, on commençait pas à faire la procédure, n'ont pas encore leur quitus, n'ont pas encore leur récépissé, et puis se mettent à formuler des exigences. Ça, j'ai trouvé ça un peu trop fort. Exigences, non, doléance ou plaidoyer, je pouvais encore comprendre. Mais exigence, je dis, c'est un peu trop demandé. Lorsque vous êtes résistant, lorsque vous refusez de respecter les dispositions légales de votre pays, les dispositions vous écrasent. S'ils ne font pas vite, s'ils ne se mettent pas dans la bonne posture, les dispositions finiront par les écraser. Et c'est cela l'élan de la jeunesse. Mais justement, lorsque vous les observez, ça fait plus de 2 mois déjà qu'ils ont déposé leur dossier au niveau du ministère de l'Intérieur. Et là, je parle des démocrates, mais jusque-là, ils n'ont pas encore reçu leur récépissé. Ne sont-ils pas en droit aujourd'hui de revendiquer, de réclamer quand le ministère leur a fait les observations, ils sont allés apporter les corrections qu'ils ont déposées depuis? Oui, mais c'est un processus. Les autres ont commencé depuis quand? Ils étaient où pendant que les autres s'activaient pour se constituer? C'est un peu ça. Donc, ne demandez pas aux gens de laisser tomber tout le processus électoral qui est en cours aujourd'hui, parce que les élections présidentielles sont dans un avenir très proche, de laisser pour s'occuper de vous. Une équipe fait le travail à leur rythme, parce que vous avez choisi à un moment donné, faire la politique de la chaise vide. Vous voulez vous rattraper? On essaie de vous rattraper. Faites de plaidoyer. Faites la démarche normale pour qu'on vous prenne en compte dans la mesure du possible. Si on ne peut pas vous prendre en compte, on vous prendra en compte au lendemain des élections présidentielles. Le pays ne s'arrêtera pas après les élections présidentielles. Alors, quelle est votre lecture, votre compréhension de ce nouveau dispositif introduit dans nos élections, notamment l'élection présidentielle? La notion de parrainage qui fait grand débat actuellement, en tant que jeune. Merci, monsieur Adrien. Certainement en tant que jeune, vraiment, parce que je suis jeune politiquement parlant. Et bien jeune aussi dans la tête. Voyez-vous, cette affaire de parrainage n'est pas l'apanage du Bénin. Ce n'est pas l'invention des Béninois. Ça existe dans beaucoup de dispositions légales dans la sous-région. Je peux en citer comme je peux ne pas en citer. Les Béninois savent. Ça va nous prendre du temps pour les citer. Et donc, je dis, les gens ne sont pas prêts. Ils ont accumulé de mauvaises habitudes. Et c'est de ça qu'il faut se départir. C'est de ça que la jeunesse n'a pas besoin. Les jeunes que nous sommes, que vous êtes, nous n'avons pas besoin de ces mauvais comportements, ces comportements déviants qui n'ont jamais engendré le développement du Bénin. L'élan que nous voyons de développement, cet élan, nous voulons que ça se pérennise avec une classe politique qui naisse et qui l'internalise véritablement. Et je le souhaite pour nos jeunes d'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez aujourd'hui une jeunesse béninoise prendre vraiment la relève pour ce qui est de l'animation de la vie politique nationale? Ne nous jetons pas le propre, s'il te plaît, parce que les jeunes, il y en a de plusieurs calibres. Il y a les jeunes qui étaient dans l'environnement des comportements déviants, qui pensaient que cela pouvait se pérenniser. Non, on a vu ici, après nous, c'est nous. C'est des jeunes qui portaient, qui répétaient ça. Et ceux-là aujourd'hui, qui se retrouvent dans mauvaise posture par rapport aux jeunes qui s'activent autour des valeurs réelles de développement du pays. Je crois il y a l'écart à faire. Il y a la différence à faire. Jeunes, oui, mais jeunes incarnant un élan de développement, c'est encore une autre classe politique que vous constituez, que nous constituons. Nous avons beaucoup de formations politiques aujourd'hui. En tout cas, on est en train d'expérimenter la réforme du système partisan. De grands groupes ont créé des jeunes qui participent à l'animation de la vie politique. Est-ce que vous les sentez véritablement épanouis au sein de ces organisations politiques-là, notamment dans le bloc républicain, votre parti? Merci, M. Adanedjian. Je pense que cela explique la naissance de l'initiative de cadre pour la réélection. Les jeunes ne sont pas épanouis. Les jeunes sont étouffés dans les partis. Ils savent que je ne vais pas du dos de la cuillère pour vous dire les choses. Les jeunes sont étouffés, les cadres sont étouffés. Et donc, de ce point de vue, l'initiative pour la réélection du président Talon, c'est votre, c'est notre. Et c'est cette initiative-là qui va véritablement porter le président pour que la rupture dont on parle, la rupture avec les comportements déviants de la classe politique ne soit pas l'héritage de la classe politique. Alors, vous dites que les jeunes sont étouffés. Et comment Ils sont étouffés parce que nous était un peu la carapace que nous portons. Nous, initiateurs de l'initiative des cadres pour la rupture, on n'aurait jamais fait ce qu'on est en train de faire. Et vous savez, combien passe sur les plateaux pour défendre ce qui se fait de bien? Le président fait beaucoup de choses bien.
Ils pensent faire mieux pour le pays. Mais combien pas dans ces blocs-là montent au créneau pour dire ce que nous disons, pour livrer le poitrine comme nous le faisons. Non, mais il y a une autre manière de faire la politique avec la réforme du système partisan. Vous devez vous greffer sur les choix de vos dirigeants. Est-ce que vous souhaiteriez devenir des fous du roi? Non, pas du tout. Je reste et demeure membre fondateur du Bloc républicain, mais initiateur, créateur de l'initiative de cadre pour la réélection du président Talon. Je reste membre du Bloc républicain. Parce que, je dis, le creuset qui est créé, l'environnement qui est créé, nous arrange. C'est ça qui d'ailleurs me permet de continuer à faire ce que je fais. Dans l'environnement antérieur, on m'aurait déjà muselé, on m'aurait déjà intimé d'arrêter de faire ce que je fais. Bon, parce qu'aujourd'hui, il y a un autre élan. Que c'est pas que toute la classe dirigeante des deux blocs qui incarne, qui avait internalisé les comportements déviants dont nous parlons. Mais la plupart sont dans ça et donc ne veulent pas que les jeunes émergent dans le contexte actuel. Ils ne veulent pas. Et c'est des résistants aussi. Dans les blocs, il y a des résistants. Il y a des gens qui ne se prononcent pas en faveur de ce qui se passe au niveau des démocrates, mais ils sont pour. Ils sont pour ce qui se passe. Bon, parce qu'ils ne veulent pas se prononcer. Ils ne peuvent pas se prononcer. Ils ont été dans les compromissions par le passé. Vous savez que je ne suis pas celui qu'on fait taire. Donc, ils savent de quoi je parle. Ils savent que ce que nous faisons, c'est pour les blocs. Alors, si vous estimez ici, on doit craindre pour l'avenir des blocs. Non, c'est pour les blocs. C'est pour les blocs, oui. Mais je dis que la gouvernance des blocs changera sous peu. Et quand ça va changer avec vous et nous. Pour que l'élan actuel, l'élan de la rupture, soit porté par la nouvelle classe. Mais la classe qui est là ne porte pas pour autant ce qui se passe aujourd'hui. Cette classe ne porte pas pour autant. Je ne dis pas qu'elle ne porte pas. Ne porte pas pour autant ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, vous avez de raison de vous internaliser ce qui se passe, ce que fait le président Talon pour que demain soit meilleur pour nos enfants. La question du parrainage avec la Sénat qui rencontre aujourd'hui les députés, parrainage sous anonymat, est-ce que selon vous, ça garantit vraiment une élection présidentielle inclusive en 2021 ? Pourquoi pas ? Parrainage, oui, parce qu'à un moment donné, certaines classes politiques s'étaient abstenues de faire les dispositions pour aller aux élections. Pour autant, ceux qui sont là aujourd'hui, je dis, observons-les. Qui n'étaient pas RB, qui n'étaient pas FCBE, qui n'étaient pas ici ou ça. Je ne vais pas continuer à citer. Donc, c'est des gens qui ont été contraints, bien qui ont compris dans une certaine mesure qu'il fallait se mettre dans le schéma des réformes. Ils sont là. Certains ne se sont pas mis. Parrainer ou ne pas parrainer, c'est pourquoi il y a l'anonymat, pour les protéger. On ne veut pas jeter le probe sur un élu qui parraine X ou Y. Pour autant, chacun doit pouvoir se dire, l'élan de la rupture, c'est l'élan de la nouvelle classe politique qui doit naître et qui doit faire le développement du Bénin. Je dis, je veux le Bénin comme le Botswana, parce que c'est un pays africain. Je veux le Bénin comme le Botswana dans 10, 15, 20 ans. Et ça, ce n'est que vous qui allez porter ça. Ce n'est pas ce que je vois là. Avant les démocrates, l'actualité liée aux démocrates, il y a ce paiement des dettes qui a également animé un peu la toile. Comment avez-vous suivi cette guerre entre l'ancien président et le président d'exercice? Cette polémique, j'ai dit, ça m'a fait rire et sourire. Sourire et rire par la suite parce que j'ai dit. Et vous vous rappelez, le président Mbouedji avait traité la gouvernance Yahi de brasseur des ventilateurs. C'est la preuve que ce qu'on dit bien d'eux là, ils ont confirmé, parlant de la gouvernance Yahi. Les acteurs sociaux ont reconnu. On dit qu'il y a des dettes. Les acteurs sociaux ont reconnu, vous avez suivi avec moi, que les acteurs sociaux à qui on devait reconnaissaient qu'on leur devait et qu'on a commencé par leur payer. Après, avec la gouvernance des talents. Mais je ne comprends pas que des gens qui ont dirigé ce pays pendant 10 ans disent qu'ils n'avaient pas laissé d'ardoises. Pendant que ceux qu'ils ont dirigés disent qu'on avait des ardoises avec vous. C'était des brasseurs d'air. C'est heureux pour nous qu'on soit parvenu à les mettre à la touche. Je crois qu'ils sont partis pour de bon. C'est une espèce en disparition, espèce politique en disparition. Les dispositions légales vont les écraser dans quelques années. Non, on ne dira pas ça. Nous sommes dans un pays démocratique. Et je dis les dispositions. Je ne dis pas les hommes qui vont les écraser. Je dis les dispositions légales. S'ils se mettent en phase avec les dispositions, ils vont avec le pays nous appartient à tous. Mais si tant est qu'ils s'opposent, les dispositions, c'est le peuple, c'est le pays qui les écraserait. Ce n'est pas vous, c'est pas moi, non, c'est le pays qui les écraserait parce que le pays veut se développer. Oui, justement, lorsque vous parlez des dispositions, ce sont les hommes qui
élabore ces dispositions-là. Aujourd'hui, il reproche à la gouvernance, à l'actualité liée donc aux lois électorales, le fait qu'il n'ait pas participé à son élaboration. N'est-ce pas de bon droit? Il y a suivi le débat à Zalaï, le débat sur la réforme du système partisan, où il y avait débat parlementaire sur le système partisan avec tous les partis politiques, même la société civile. Les gens étaient invités pour faire des propositions. Les propositions ont été prises en compte dans les lois, votées et promulguées. Si, dans tout ce processus-là, on a été impliqué et que maintenant, dans la mise en œuvre, on ne veut pas que les dispositions s'appliquent, je dis, c'est encore là le problème des cadres en Afrique et au Bénin. On réfléchit bien, on prend des résolutions, mais dans la mise en œuvre, on a peur, on recule. Et on fait du sur place. C'est ça les cadres. Et c'est aussi l'héritage de la vieille classe politique. On a beau écrire de belles choses. Regardez, le Burkina Faso est venu ici s'inspirer de beaucoup de choses, a mis en œuvre, et pays intègre et tout ça. Le Burkina Faso a pris copie sur le Bénin, mais ont eu le courage d'appliquer cette disposition. Oui, chemin faisant, on corrige. Ce qui est là, parrainage et tout ce qui est là, on doit pouvoir appliquer, évaluer et corriger les coquilles par la suite. Mais quand on se refuse d'appliquer, c'est qu'on veut faire du sur place. Et c'est ça ce que je ne veux pas pour le Bénin. Qu'on applique les dispositions. Que ceux qui sont là et qui ont travaillé à la mise, à la formalisation de cette disposition se rabattent sur, les respectent pour que demain, on les évalue pour les corriger par la suite. Je ne dis pas que tout est parfait dans les dispositions, mais ayons le courage de nos réflexions. Ayons le courage d'appliquer ce à quoi nous avons pensé pendant des semaines. Nous avons réfléchi pour accoucher des idées. Mettons-les en œuvre et évaluons par la suite. Dans un contexte, par exemple, où les jeunes, je reviens sur une question, où les jeunes sont écrasés, comment voyez-vous des jeunes promouvoir l'alternance? Des jeunes ne sont pas écrasés. Des jeunes qui sont écrasés, c'est des jeunes qui étaient tentacules de l'ancienne gouvernance et qui pensent que voilà, ce n'est que ceux-là qui pourraient faire le bonheur du pays, donc leur bonheur. C'est des je ne sais pas, c'est des profiteurs du pays, c'est des... Je ne sais pas, je ne veux pas être trop fort, mais les mots qui me viennent me paraissent un peu trop forts. Ce n'est pas des travailleurs, ce n'est pas des laborieux comme vous. Je vous ai vu sur le campus, je vous ai vu commencer par vous battre. Ces jeunes-là, vous les voyez dans ça en peu de temps. Regardez bien, excusez-moi, je ne veux pas jeter le propos sur quelqu'un qui est venu, qui a fait le bac il y a à peine 20 ans et qui aujourd'hui est milliardaire sans jamais travailler quelque part. Je ne vais pas parler de vous, savez de quoi je parle. Milliardaire, il se retrouve en exil. Non, mais chacun a son destin. Chacun a son destin. Je dis pas chacun non. a sa manière de faire. Je dis pas non. Se bat. Je dis pas non. On se bat parce qu'on se bat pour rentrer dans un environnement politique où tout se fait de façon fausse, tout se fait de façon compromissoire. Et maintenant, que ces compromissions cherchent à vous rattraper et que vous alliez vous installer ailleurs parce que vous avez dû ramasser à un moment de donner l'argent du pays. On n'en a pas les preuves. On ne va pas vous laisser dire ça parce que nous n'en avons pas les preuves. Vous êtes en train de donner un exemple. Excusez-moi, je n'ai pas appelé de nom. Oui, justement, vous n'avez pas appelé de nom. Aujourd'hui, nous parlons de la participation de la jeunesse à la chose politique. Je vais vous emmener, par exemple, sur un terrain qui a animé l'actualité nationale et qui continue d'ailleurs d'animer l'actualité nationale, la question des aspirants. On ne vous a pas vu vous prononcer, par exemple, sur le débat autour des 30 heures qu'on attribue désormais par semaine aux enseignants préinsérés. Lorsque vous les observez, lorsque vous les regardez, c'est vrai qu'ils ont besoin d'emploi, ils ont besoin de boulot, mais 30 heures par semaine de cours, est-ce que vous pensez à l'efficacité de ce qu'ils vont enseigner aux enfants et à leur bien-être social également? J'ai observé que des enseignants vacataires qui avaient des heures de cours, par exemple, je prends à Commun, et qui avaient aussi des heures de cours à Lokossa, parce qu'ils finissant des heures de cours à Commun et rattrapant son heure. J'ai eu plusieurs exemples. À Lokossa, je prends juste l'exemple là, beaucoup sont morts sur le trajet. Parce qu'on veut faire le maximum pour avoir le maximum, pour gérer son quotidien. On les sécurise, les dispositions les sécurisent. Faites vos 30 heures, vous avez le revenu consistant pour gérer votre quotidien, au lieu de vous mettre à quitter demain pour ce Japon centre, sans savoir que sur ce tronçon-là, beaucoup de choses pourraient arriver. C'est ça, ce que les aspirants n'ont pas intégré dans leur mode de fonctionnement. Ils ont pensé que, oui, avec les heures qu'ils avaient, ce qui les faisait aller de gauche à droite, les risques qu'ils encouraient, ils ne les calculent pas. J'ai dit, la gouvernance actuelle les sécurise, les sédentarise pour qu'ils réfléchissent mieux et qu'ils en apportent vraiment à l'éducation de la jeunesse. Voilà mon point de vue.
C'est bon. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, Mathieu Avlessi. Merci d'être passé sur ce plateau pour nous apporter votre lecture sur l'actualité nationale, notamment en rapport à la participation de la jeunesse à la chose politique. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée. Moi de même. Du mercredi. Merci à vous, Erwan Anemoussou. Très bonne journée. Nous observons une pause. Je vous reviens juste après. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Allez, les excuses de notre premier invité, on le retrouvera demain en plateau. Prenez donc le rendez-vous. On va poursuivre avec le dernier acte de votre matinale. C'est bien sûr la revue de presse. Il a lu pour nous les journaux ce matin. Séraphin Siongon nous en fait le point. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. L'économie béninoise tient toujours bon malgré les effets de la pandémie de la Covid-19, écrit le matinal pour lequel, selon les projections du Fonds monétaire international, le pays figure dans le top 10 des pays qui échappent à la récession. Cette bonne nouvelle est le témoignage des efforts fournis par le gouvernement pour riposter à la crise sanitaire qui n'a pas fait du tout de cadeaux aux économies africaines. L'économiste du Bénin ajoute que le Bénin conserve un taux de croissance positif. Selon le Fonds monétaire international, le journal explique que dans ce classement, sur l'évolution des taux de croissance des pays africains en 2020, le Bénin est positionné 3e pays crédité de taux positifs par le Fonds monétaire international dans une liste de 8 pays. Avec plus 2%, le pays de Patrice Talon supplante d'autres grosses économies de la sous-région, telles que la Côte d'Ivoire, le Ghana. Ouverture de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale, Vlavonou plaide pour un parlement de développement, souligne Bénin Intelligent qui note que le discours d'ouverture du président de l'institution a tourné autour de 7 points. Il s'agit du vote des lois, la reddition des comptes, le budget, la pandémie du coronavirus, un appel à la paix et aux travailleurs. Fraternité note que le président de l'Assemblée nationale a délivré un discours axé sur le vote des lois au cours de la session précédente qui participe au souci de la représentation nationale de contribuer aux efforts du gouvernement pour le bien-être des populations, la nécessité d'améliorer le contrôle de l'action gouvernementale, la reddition des comptes, l'examen et l'adoption avant le 31 décembre 2020 de la loi de finances gestion 2021 qui comporte le budget général de l'État gestion 2021, l'appel à la paix à quelques mois de l'élection présidentielle de 2021 et autres sujets. Pour l'économiste du Bénin,
Il a saisi l'occasion pour remercier l'ensemble des députés afin qu'ils continuent de l'accompagner dans sa quête d'instaurer une vraie culture de développement dans la deuxième institution de l'État. Le meilleur le voit en une posture de bon artisan de la paix pour 2021. Le matinal de son côté écrit que tout est prêt afin que la commission budgétaire de l'Assemblée nationale invite dans les tout prochains jours les centrales et confédérations syndicales, le patronat, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, l'Association nationale des chargeurs du Bénin, etc. pour recueillir leurs différentes doléances et observations sur le dernier projet de loi de finances du premier quinquennat du président Patrice Talon. Et pendant ce temps, Informe Fraternité, 2021 sera l'année de la généralisation du budget participatif dans les communes du Bénin. Face aux hommes des médias, hier au siège de l'ONG Alcré, le comité de pilotage et de suivi du programme de participation citoyenne aux politiques publiques phase 2 s'est félicité de cette avancée. Du rêve longtemps caressé par Alcré et Social Watch Bénin, nous sommes désormais à l'heure de la pratique effective de cette approche au sein de toutes nos 77 collectivités locales. C'est une victoire, un important pas que vient de franchir notre pays dans l'amélioration de la gestion des ressources publiques et de la promotion de la participation citoyenne, a déclaré Martin Viutuasoba, président du dit comité. Bénin Intelligence s'intéresse pour sa part à la 27e édition de la Journée mondiale de l'enseignant pour informer que le Bénin rend hommage à ses enseignants. C'est justement à cet exercice que s'est livré le lundi 19 octobre le ministre Maounio Kakboa Aboumé au nom de ses autres collègues ministres en charge de l'éducation nationale. Une occasion pour lui de saluer les nombreux efforts que ne cessent de déployer ceux-là sans qui l'éducation n'aurait pas de sens sur le territoire béninois. Dans la suite, l'autre vision amène dans les coulisses de la criette pour informer que le lundi 19 octobre, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a auditionné plusieurs personnes. C'était à la faveur d'une audience correctionnelle au cours de laquelle la première chambre de l'institution judiciaire a examiné 7 dossiers relatifs aux faits d'exploitation illégale de machines à sous, de détention et trafic de substances psychotropes, d'escroquerie par le biais d'un système informatique ou de réseaux de communication électronique. Ainsi, complète fraternité, la Cour a condamné 7 personnes à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes et 3 assortis de sursis, 3 personnes à 5 ans d'emprisonnement, dont 4 fermes et 4 assortis de sursis, 7 personnes à 5 ans d'emprisonnement ferme, 5 autres à 2 ans d'emprisonnement ferme et 1 personne à 12 mois d'emprisonnement ferme. Elle a relaxé 3 personnes au bénéfice du doute. Ces peines sont assorties d'amendes au profit du Trésor public pour un montant total de 10 200 000 francs CFA. Et puis la nation renseigne que le Bénin s'illustre positivement en matière de respect du droit communautaire de l'OADA et de suivi des décisions de justice. Les juridictions béninoises se réfèrent bien souvent à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA dans les matières qui relèvent de sa compétence, toutes choses qui impactent l'activité économique dans le pays. C'est ce qu'a confié Esther Ikoué, juge à la CCJA OADA, au terme de l'atelier sur le dialogue interjuridiction qui a été organisé par la Cour constitutionnelle. Pour le journal, le Bénin est cité en exemple. Merci de nous avoir suivis. Allez, dans quelques petites secondes, il sonnera 8h45. Nous autres, nous nous arrêtons ici. Et maintenant, merci à chacun et à tous de votre attention. C'était Actu Matin chez vous. Très bonne journée du mercredi. Prenez soin de vous et surtout, gardez le sourire. Au revoir.